Bonjour et bienvenue. Dans cette session, nous vous proposons de faire le point sur la réglementation internationale des émissions de gaz à effet de serre. Alors d'abord, il n'y a pas de réglementation mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des réglementations nationales, il n'y a pas de réglementation mondiale. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas d'autorité mondiale supranationale. Il n'existe pas non plus de droit de l'environnement qui s'appliquerait à tous les pays. Et il n'y a pas non plus d'organisme mondial pour réguler les émissions. Il existe bien sûr l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et on pourrait imaginer, et même je pense que c'est souhaitable, que se mette en place également une organisation mondiale de l'environnement, une OME, mais ce n'est pas encore le cas. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, n'a pas de pouvoir réglementaire. C'est un regroupement de centaines de scientifiques venus de tous les pays du monde qui s'organisent pour rendre compte des travaux sur le phénomène du changement climatique. Le GIEC produit un rapport environ tous les 5 ans depuis 1990. Le dernier rapport, le 5, est sorti en 2014. Le GIEC s'est constitué sous la double égide de deux organismes mondiaux existants, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation météorologique mondiale. Les recommandations qui figurent dans les rapports du GIEC ont le statut de conseil scientifique, elles ne sont pas contraignantes. D'ailleurs, l'accord de Paris, de la COP21, n'est pas non plus contraignant. L'accord de Paris est le premier accord de l'histoire de l'humanité qui détermine un objectif commun, partagé par tous les pays. Maintenir la hausse de la température moyenne planétaire par rapport au niveau pré-industriel en dessous de 2 degrés. L'accord de Paris a été signé à la 21e convention des parties, qu'on appelle COP. Cette COP, elle s'inscrit dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la CNUC, qui a été mise en place au sommet de Rio en 1992. Mais cet accord ne peut pas être contraignant dans l'état actuel du droit de l'environnement. L'accord de Paris contient l'engagement de tous les pays qui l'ont ratifié de produire des contributions nationales individuelles, ou appelées INDC, Intended Nationally Determined Contribution. Chaque pays a produit et rendu public sa stratégie nationale de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre le changement climatique. La somme des INDC permet de prévoir plus finement l'évolution des émissions et donc du réchauffement climatique. Mais les INDC sont non contraignantes, comme je le rappelle. La somme des INDC montre qu'on reste sur une trajectoire très inquiétante qui ne nous met pas à l'abri de dégâts climatiques considérables. En 2015, rappelons que la hausse observée de la température est déjà de l'ordre de 1 degré, que la tendance à horizon 2030 est de 1,6 degré et qu'elle est à 2 degrés à horizon 2050. Les INDC, si elles étaient respectées, nous conduiraient sans doute à une hausse comprise entre 3 et 4 degrés Celsius, c'est-à-dire très au-dessus des 2 degrés qui sont l'engagement de l'accord de Paris. C'est pour cela qu'il est prévu dans cet accord une clause de revoyure. Il faut encore améliorer les INDC. Pour que la trajectoire des émissions mondiales corresponde à un réchauffement limité à plus de 2 degrés d'ici la fin du siècle, il faudrait que les émissions mondiales commencent à baisser dès maintenant à un rythme soutenu. On en est loin. Cette situation d'accord non contraignant et insuffisant vient notamment du fait que les instances de l'ONU, et notamment la Convention des parties, sont gérées dans chaque pays par la diplomatie. Les diplomates n'ont pas autorité sur le secteur économique et énergétique de leur pays. On ne peut réaliser la transition rapidement que si l'ensemble de l'économie d'un pays en fait son objectif. Seule la Chine, qui n'est pas un exemple forcément sur tous les plans, mais c'est une économie planifiée, semble aujourd'hui présenter une telle caractéristique. D'autres instances internationales se sont exprimées sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On peut mentionner le G20, qui est une instance de coordination des 20 États du monde, représentant ensemble plus de 90% du PIB mondial. On peut mentionner aussi, c'est moins connu, le Conseil mondial de stabilité financière, une instance où siègent les banquiers centraux, les régulateurs et les ministres des Finances des pays du G7. Ces deux instances reconnaissent officiellement la nécessité de réduire les gaz à effet de serre, mais
ne décline pas, ou pas encore, de recommandations précises de politique économique, financière ou monétaire à cet effet. L'Union européenne a mis en place un paquet énergie-climat en 2008, qui est en cours de révision suite à des propositions de la Commission européenne qui ont été faites en 2014. En 2008, elle a mis en place un dispositif d'ensemble comprenant régulation des émissions, normes industrielles et directives efficacité énergétique et mesures favorables aux énergies renouvelables. La réglementation européenne est ensuite transposée dans les droits nationaux des pays membres de l'Union, où elle devient donc la loi et la force de loi. Premier outil mis en place, les normes industrielles qui concernent principalement l'industrie automobile. Toutes les automobiles neuves vendues dans l'Union européenne doivent respecter des normes d'émission pour plusieurs gaz. Mais pour le CO2, les normes imposées sont de 130 grammes de CO2 par kilomètre en 2015, ça fait un peu plus de 5 litres au 100. 95 grammes de CO2 le kilomètre en 2020, ça fait un peu moins de 4 litres au 100. Les constructeurs doivent donc adapter leurs véhicules en conséquence. Ils le font, même si une fraude généralisée a été révélée en 2016. Les émissions de gaz à effet de serre dues au transport routier au sein de l'Union européenne ont légèrement baissé de 2005 à 2012 en passant de 913 millions de tonnes de CO2 à 843 millions de tonnes de CO2. Donc, ce dispositif de normes est relativement efficace. Le second outil, le marché de quotas de CO2, a été mis en place en 2005. On l'appelle aussi ETS, European Union Trading Scheme. 45% des émissions totales de gaz à effet de serre de l'Union européenne sont couvertes par ce marché. Les émissions couvertes se sont élevées en 2014 à 1790 millions de tonnes de CO2 et elles ont baissé d'un quart en 10 ans. Cependant, cette baisse est principalement attribuable à la mise en place d'autres instruments de politique économique que ce marché lui-même, à savoir les améliorations d'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Le marché ETS délivre un prix trop volatile et trop bas pour avoir un effet dissuasif sur les émissions. Ce prix se situe fin 2016 autour de 5 € la tonne de CO2. On ne doit pas considérer ce prix comme un prix déterminé par un marché parfait ou quasi parfait. Pourquoi ? Parce que la quantité de permis d'émission négociés sur ce marché résulte d'une décision administrative de l'organisme régulateur, la Commission européenne. Le prix qui apparaît sur ce marché administré est bas parce que la quantité de permis mis en circulation est trop importante pour que le prix résultant des négociations puisse être suffisamment élevé pour dissuader les industriels d'émettre. Le troisième outil, la directive efficacité énergétique, a été mise en place en 2012 et elle vise à accroître l'efficacité énergétique dans l'Union de 20% d'ici 2020. La mesure la plus importante du texte prévoit un objectif contraignant de réduction de 1,5% par an de l'ensemble des ventes d'énergie hors transport. Elle comprend également un objectif de 3% de rénovation annuelle des bâtiments de l'État et un objectif de réalisation d'audits énergétiques dans les grandes entreprises. Au-delà de ce socle commun, chaque État membre peut bien sûr développer en complément ses propres mesures. La directive efficacité énergétique de l'Union européenne est un bon exemple de réglementation contraignante pour une part, mais laissant également une place à l'adaptation aux cadres nationaux, qui est source d'opportunités industrielles et d'amélioration de la balance des paiements par le biais des économies d'énergie. En dehors d'un cadre réglementaire, certaines associations d'acteurs industriels établissent des cadres qui, dans un monde dérégulé, ont une importance majeure pour l'atteinte des objectifs en termes de réduction d'émissions. Citons d'abord les associations internationales de transporteurs, l'OACI pour l'aviation civile et l'OAMI pour les transports maritimes internationaux. Ces deux organismes sont d'autant plus importants que les émissions qu'ils couvrent ne sont comprises ni dans les inventaires nationaux ni dans l'accord de Paris. Au total, on les estime à un peu moins de 5% des émissions mondiales de CO2. Par ailleurs, le transport aérien se développe très rapidement, notamment dans les pays émergents. L'OACI a lancé un programme de compensation appelé CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, ou régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale. Elle a fait adopter CORSIA en octobre 2016 en Assemblée générale.
Ce dispositif va s'étaler en 2 phases. D'abord sur une base de volontariat, avec une première étape pilote suivie d'une mise en application partielle, puis à partir de 2027 sur un mode obligatoire. La compensation, ça signifie que les compagnies aériennes doivent investir dans des actions de réduction d'émissions, par exemple des programmes de réforestation, pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. On peut citer, même si ce n'est pas une organisation industrielle, les grandes villes qui se sont regroupées dans une association promouvant le développement bas carbone, le C40, comme Cities 40. Enfin, citons les institutions financières internationales, les IFIs, qui commencent à avoir une action coordonnée en faveur de politiques climatiques. Les banques de développement se fixent des objectifs ambitieux pour leur co-bénéfice climat de leur portefeuille. Des coalitions volontaires d'investisseurs internationaux comme le Montréal Carbon Pledge et la Portfolio Decarbonization Coalition se fixent des objectifs de décarbonation de leur portefeuille avec le double objectif de répondre à la demande d'épargne verte et de protéger les épargnants contre la baisse prévisible de valeur des actifs carbonés. Laurent Fabius, qui était président de la COP21 et qui est actuellement président du Conseil constitutionnel en France, plaide pour la mise en place d'un pacte mondial pour l'environnement. Ce serait une grande avancée qui comprendrait la reconnaissance d'un ensemble de droits à l'environnement au niveau international. Dans notre rapport sur les financements remis à la COP21, nous avons proposé que les régulateurs internationaux adoptent une feuille de route internationale pour la mobilisation des financements en complément des stratégies nationales. Le FMI ou la Banque mondiale pourraient être chargés de sa supervision et de sa mise en œuvre, en coordination bien sûr avec les instances pertinentes au sein de la Convention climat des Nations Unies. Il s'agirait de suivre en particulier une série d'indicateurs. Les évolutions du signal prix carbone, y compris la diminution des subventions aux énergies fossiles, l'évolution mondiale du montant des financements climat, les réformes permettant de lever les obstacles aux investissements dans les infrastructures bas carbone, l'intégration du risque climatique dans les réglementations financières et l'évolution du découplage entre le PIB et les émissions de gaz à effet de serre. Le réchauffement climatique est une problématique globale qui remet en cause le mode de développement de l'humanité. Il impose d'inventer un nouveau mécanisme de coordination mondiale et c'est l'un des passionnants chantiers du XXIe siècle. Merci et à bientôt.